something is holding me back. Not anymore. No flow hotter, born like Globetrotter. My flow slaughter, I'm new fire in all water. Style lit, I'm stylish, so style this, I get it. Cool, handsome and smooth. Bienvenue sur Culture Soccer, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, ça sera l'épisode 4. On va faire un focus sur les Sounders de Seattle, mais tout d'abord, on accueille, comme à l'habitude, Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour tout le monde, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui encore une fois. Oui, aujourd'hui, ça va être un épisode, comme je viens de le dire, là, focus Sounders, puisque pour les résultats, il y a seulement eu 6 rencontres. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet. Première rencontre de la semaine, là, c'était les Revolution de la Nouvelle-Angleterre qui accueillaient le NYCFC. Tout d'abord, c'est Diego Fagundez qui donnait les devants à son équipe. Ismaël Tajouri-Shradi, à la 51e minute, répliquait. Une douzaine de minutes plus tard, c'est Agudelo qui permettait aux Revolution de reprendre les devants. Et finalement, c'est encore Ismaël Tajouri-Shradi qui égalisait. Le score finissait sur le score de 2-2. Donc, toi, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? C'était très bien. D'ailleurs, tu l'as pas dit, mais ouais, s'il y a eu peu de matchs, c'est parce que c'était les matchs internationaux. Hein, donc, il y avait pas mal de joueurs qui manquaient dans les équipes, peu d'équipes qui ont joué. New York City FC, pas mal d'absents qui étaient en sélection nationale. Et ouais, New England était plutôt pas mauvais, mais ils ont raté pas mal d'occasions en première mi-temps, ce qui est trop bête parce qu'ils auraient pu marquer beaucoup plus que 2 buts. Fagundez a raté 2-3 choses. Mais sinon, rien à dire sur l'équipe de New England en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. New York est bien revenu. Tajouri, il a l'air très très bon. À mon avis, il va falloir le suivre parce qu'il peut planter pas mal cette saison. Et toi? Ouais, ben, moi, j'en ai parlé à notre ami Lionel, hein, et il m'a dit là, que le NYCFC avait été assez décevant là, quand on pense qu'ils ont eu 71% de la possession. Il faut que ce soit un nouveau venu, Tajouri-Shradi, qui sauve les meubles. Là, c'est inquiétant, mais faut pas trop leur en vouloir. Là. Ils sont quand même deuxième de l'Est. C'était leur première contre-performance de l'année. Et du côté des Revolution, là, c'est encore le bon vieux duo Fagundez-Agudelo là, qui sauve les meubles. Là. Ouais, mais bon, ils avaient quand même pas mal d'occasions et beaucoup de contre-attaques et voilà, ils ont beaucoup raté, mais à mon avis, ils avaient plus de chances de gagner que New York. Tout de même. Oui, parce que c'est quand même fou, là, 29% de possession, mais ça se tire au but. On sent que la contre-attaque a été de mise. Ouais. Et une autre équipe que la contre-attaque a été de mise, c'est Portland qui se déplaçait du côté du FC Dallas. Le premier but de la rencontre a été effectué par celui qui a un excellent début de saison, Roland Lama, à la 36e minute de jeu. Et directement au retour des vestiaires, à la 47e minute, c'est Sébastien Blanco qui permettait à son équipe d'égaliser. Toi, là, ton concurrent dans la Cascadia Cup, est-ce qu'il commence à t'inquiéter? Non, ils n'ont pas fait un match énorme, mais ils ont toujours du mal. Olem qui se prend un carton rouge en plus, avec une main complètement idiote dans la surface. Et ouais, Blanco qui marque un très très beau but, une frappe lointaine, magnifique, allez la voir si vous pouvez. Mais ça n'a toujours pas du côté de Portland, c'est un peu la galère. Dallas aussi, d'ailleurs, c'était pas le plus beau match de la journée. Par contre, je suis content de voir que Maurer prend place dans les buts, l'ancien gardien de Cosmos, qui est en train de vraiment prendre la position de titulaire à Dallas un petit peu. Donc ça fait plaisir de voir ce genre de joueurs venir en MLS. Et ouais, pour finir, un beau match de Roland Lama aussi. Dallas, à mon avis, ils ont eu plus d'occasions et ils ont plus de mérite que Portland sur ce match. Oui, et le FC Dallas, là, on sent que ça commence. La saison débute assez calmement, là, mais en 3 rencontres, c'est seulement une victoire, 2 nuls, mais c'est aucune défaite. Et je crois là, que Dallas là, commence lentement, mais je crois que ça va être une équipe assez constante durant la saison. Là. Ils ont un groupe assez homogène. Là. Il n'y a pas de gros stars. Et Oscar Pareja n'a pas peur d'utiliser tout son effectif. Là. Quand on voit, comme tu le dis, là, un Maurer dans les buts, quand on sait que Dallas a l'espoir tant entendu rester Gonzalez. Mais non, Dallas, là,
À part son maillot, là, je l'aime bien. Ouais, c'est pas faux, le maillot est pas ouf, je suis d'accord. Mais ouais, bon, meilleur début de saison que Portland quand même. Enfin, c'est au niveau du jeu, on a l'impression que Portland, eux, pêchent beaucoup et ça va être un peu compliqué. Il va falloir qu'ils se remettent en forme parce que c'est pas ça pour le moment. Et pour Dallas, là, je crois qu'il leur manque seulement un bon numéro 9 là, et Mm. ça Ouais, pourrait parce être qu'ils ont un très bon milieu de terrain. oui, oui, Mm. et Lama sur les côtés, il y a Barrios de l'autre côté. Pour vrai, là, avec un numéro 9 un petit peu plus finisseur qu'un Maxi Urruti, là, et ça pourrait être très, très dangereux à l'ouest. Mm. Une autre rencontre à l'est, c'était le Crew qui accueillait le DC United, de pauvre DC, qui a perdu 3-1 face à l'inarrêtable Crew en ce début de saison, qui est désormais premier grâce à, comme je viens de le dire, une victoire 3-1. Là. C'est Valenzuela qui marquait en premier. Ensuite, Yamil Assad qui égalisait à la 30e minute. Ricardo Clark qui permettait au Crew de reprendre les devants à la 40e. Et à la 42e, Pedro Santos là, qui mettait fin aux espoirs du DC après seulement une période. Là. Quand on voit que dans les 3 buteurs du Crew, les 3 sont même pas au Crew depuis un an. Là. Valenzuela et Ricardo Clark ont rejoint durant l'entre-saison et Pedro Santos l'été dernier. On sent que même avec l'instabilité là, en Ohio, on sent que Greg Berhalter a vraiment un plan de jeu et même s'il y a eu des départs cette entrée de saison, là, on voit qu'ils peuvent quand même appliquer une idée de jeu assez logique et gagnant. Ouais, il va y avoir il y a de belles recrues, une belle équipe. Comme tu as dit, Pedro Santos aussi, il a fait un super match. Clark, pareil, au milieu de terrain. Il a bien tenu. Et puis Higuaín, qui est toujours aussi bon, il a fait une super passe décisive sur corner. Non, ils font vraiment une très belle équipe, Columbus. C'est un mélange d'expérience et de joueurs qui connaissent la MLS et de mecs aussi qui arrivent. Et c'est beaucoup mieux que d'ici. Je sais que la page française adore Matox, mais Matox, il a vraiment du mal. Yamil Assad, il a bien joué pour le coup, enfin, surtout au début, et il a bien bougé sur le terrain. Il était pas que à gauche, il a vraiment pas mal pris tout le milieu de terrain. Mais ouais, ça va pas du côté d'ici, il va falloir qu'ils fassent quelque chose parce que ils vont rater les playoffs encore une fois cette année. Oui, et du côté du Crew, là, même si à gauche, ils ont un joueur qui a passé l'entièreté de la dernière saison en USA avec le club affilié, les Riverhounds de Pittsburgh, c'est Christian Martinez, le Panaméen, là, qui a la confiance de Greg Berhalter en ce début de saison, mais je ne serais pas surpris que Columbus recrute cet été à cette position-là, mais pour vrai, Columbus, là, chapeau en ce début de saison. Là. Ouais, je sais pas s'ils vont recruter si ils disparaissent le mois d'après. Mais ouais, ils font un très beau début de saison et très belle attaque. Oui, et tu parles de disparition. On aime bien Minnesota, là, mais cette semaine, là, ils sont portés disparus avec une défaite 3-0 Ouais. assez cinglante, avec des buts de Mule à la 15e minute, Brady Wright Phillips à la 42e et le doublé à la 78e de BWP. Donc, défaite assez crève-cœur pour nous, mais méritée pour New York, cette victoire. Là, on sent qu'en ce début de saison avec la CONCACAF, des arrivées assez logiques. Ils ont confiance en leur club affilié, leur réserve, leur centre de formation. On sent là, que New York Red Bulls, là, c'est toujours un projet sur moyen ou long terme. Et encore une fois, cette saison-là, sont troisième de l'Est en ce moment. Il ne faut pas trop parler de classement en début de saison, mais c'est assez beau à voir, là, les Red Bulls. Ouais, il y a Florent Valo en plus qui était titulaire et qui a réussi à faire tout le match. Un match plutôt intéressant de sa part et on l'avait interviewé ici. Donc n'hésitez pas à aller voir le podcast qu'on avait fait avec lui avant. Bradley Philippe aussi a été excellent. Il a vraiment fait. Enfin, je crois qu'il fait sa meilleure saison là. S'il continue comme ça toute la saison, vraiment, ça va être une des meilleures saisons en MLS et pourtant il en a eu. Et par contre, du côté de Minnesota, comme tu l'as dit, on est assez triste de ne pas les voir gagner, mais Ramirez était vraiment pas très bon. Dan l'a dit, quand il est rentré, ça allait mieux. Donc, il faut qu'il se trouve le neuf. Il faut qu'il trouve quel neuf ils veulent faire jouer à chaque fois. Il n'y a que Finlay qui est régulier depuis le début de la saison, mais sinon, les autres,
ne sait jamais trop s'ils sont bons ou pas, et le niveau fluctue beaucoup. Donc c'est très problématique pour eux. Oui, mais c'était quand même un déplacement difficile, là. C'est jamais facile de jouer à New York. Mais faut pas lâcher Minnesota. C'est quand même 2 victoires, deux défaites là, en ce début de saison. Donc, C'est mieux que ce qu'on pensait qu'ils allaient faire au début de ouais, saison. oui. Euh, C'est plus sérieux que des clubs qu'on pensait qu'ils allaient être au sommet comme les Timbers ou même Seattle, hein, Antoine? Ouais, ils n'ont pas joué ce week-end, donc ça, on n'a pas perdu, hein. Hmm. Ouais, et Côté des choses. une autre équipe là, qui est au sommet de l'Ouest et qu'on pensait qu'il allait être au sommet de l'Ouest, c'est le Sporting Kansas City qui se déplaçait du côté des Rocheuses, des Rapids du Colorado. Eh bien, ça a été un début de match assez catastrophique avec un but de Badji à la 5e minute et Mason à la 8e. Donc, après 10 minutes, là, le Sporting Kansas City était mené 2-0. Par exemple, la deuxième mi-temps complètement tournée. Et Felipe Gutiérrez, le milieu chilien, qui est en ce moment la recrue de l'année en MLS, réduit l'écart à la 57e minute et Diego Rubio a joué les héros à la 90e pour égaliser et donc permettre à Kansas City de garder un point. Ouais. Bon match de Gutiérrez, comme tu as dit, excellent. Croisé aussi, là, c'est bien, et il a bien joué aussi. Un but en attaque et beaucoup de pressing. Bordeaux, c'était une très bonne équipe en première mi-temps, deuxième mi-temps complètement. Jack Price était plutôt bon, Castillo aussi. Howard les a sauvés plein de fois en seconde mi-temps. Donc ils sont meilleurs que ce qu'on pensait, et leurs recrues, que ce soit ouais, comme je disais, Jack Price ou Mason, s'incluent bien dans l'effectif. Donc il y a de belles choses du côté de Colorado. Il faut juste s'ils avaient fait la même seconde mi-temps qu'ils avaient fait en première, ça aurait été très très beau, mais ça n'a pas été le cas. Et du côté de Kansas City, là, encore une fois, c'est la défense qui a flanché. Là, hein. Ils sont à ça doit être au moins 6-7 buts d'encaissés en 3 matchs. Là. C'est beaucoup trop pour cette équipe qui mise sur sa défense. Heureusement là, que Gutiérrez répond présent pour sauver les meubles. Lui qui est présentement le meilleur buteur ex aequo avec Joseph Martinez. Là. Donc, le Sporting Kansas City devrait retravailler sa défense car c'est pas comme les dernières années. Là. Ils se prennent littéralement plus de buts, j'ai l'impression, sur ce début de saison qu'ils en ont pris l'année dernière. Et Mm. clairement, Oui, et la dernière rencontre de cette semaine, là, c'était Vancouver qui recevait le LA Galaxy. Malheureusement pour vous, chers spectateurs, là, Zlatan n'a pas amorcé la rencontre, mais et il aurait peut-être dû car ça l'a fini 0-0, un match assez terne en occasion avec seulement 2 tirs cadrés de Vancouver et un du LA Galaxy. Vancouver, là, en ce début de saison, sont deuxième de l'Ouest, là, mais niveau jeu, là, c'est pas ça. Là. C'est comme les dernières séries, c'est assez décevant et monotone à regarder. Et on sent qu'il manque de rythme. J'espère pour eux que pour le reste de la saison, là, le rythme va embarquer parce que c'est pas très glorieux à voir. ouais, c'est un match un peu spécial aussi. Par exemple, à LA, il n'y avait pas Camara, il n'y avait pas les frères Dos Santos, il n'y avait pas Alessandrini, il n'y avait pas Siani, il n'y avait pas, il y avait pas grand monde, et pas Ibra, comme tu l'as dit. Mais ouais, du côté de Vancouver, ils ont essayé de jouer un peu sur Camara. Teixeira était très bon, Camara aussi. Mais le reste, ça a un peu plus de mal. Davis, on l'a pas trop vu. Mais à mon avis, je suis plus optimiste que toi. Ils ont une tactique de jeu qui est un peu en train de venir. Ils font des belles attaques. Jordi Reyna aussi est il bouge pas mal. Et du côté de LA, j'ai adoré Boateng comme d'habitude, mais enfin je dis tout le temps, c'est un joueur excellent. Vraiment une sorte de N'Golo Kanté, mais en attaque. Il est tellement bon, et bon, c'est un peu triste parce qu'il va jamais réussir à jouer avec Zlatan et Sandrini de Santos qui arrivent. Mais c'était vraiment un bon match de sa part, malgré le 0-0 et malgré une occasion ratée. Il bouge énormément sur le terrain, c'est incroyable.
Et par contre, Ola Kamara, lui, il a mis un triplé avec la Norvège en sélection internationale. Donc voilà, on en fera peut-être un podcast un jour, mais on ne sait pas quand les Alexis vont tirer Nathan, Kamara, les frères de Santos, Alessandrini, Boateng, Jet, tout ça sur le terrain. Ça va être intéressant à voir comment si Schmidt va mettre son effectif. On a l'impression de retourner 10 ans en arrière là, et penser que les Galaxies peuvent être favoris. Je dis 10 ans, mais il y a à peine 3 ans, c'est encore des favoris dans l'Ouest. Là, ça fait plaisir à voir enfin une rivalité dans une seule et même ville. Bon, les, les rageux diront que les Galaxies ne sont pas réellement à Los Angeles, là, mais on sent que ça peut être deux puissances à LA là, et que ça pourra faire un Hollywood classico assez passionnant, merci. Là. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir. D'ailleurs, ça pourrait être le premier match de Zlatan, pardon. J'ai hâte de voir ça. Oui, et donc on aurait fini pour les rencontres. Là. Comme on l'a dit un peu plus tôt, là, dû au match international, ça a été une semaine assez calme en MLS, là, mais ça va être de retour la semaine prochaine. Donc, on va tout de suite aller à la portion numéro 2 de notre podcast qui part des Thunders. En 2-3 phrases, là, Antoine, puisque moi, je n'étais pas présent, là, comment tu pourrais présenter cette deuxième partie? On se retrouve tout de suite pour parler un petit peu de Seattle Sounders avec SST Rumors, un compte Twitter et aussi un petit joueur sur le marché nord-américain et qui est passionné des Seattle Sounders. On va passer un petit temps ensemble en train de parler de problèmes qu'il y a dans l'équipe en ce moment, car il y en a beaucoup. À tout de suite. I got a bitch that look like Left Eye, and she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. I hit her but like shorty, let's roll. Pour cette deuxième partie du podcast, nous sommes sans Anthony Delarenne, qui n'a pas pu être là et qui manquera cette partie consacrée au Seattle de Sounders. L'équipe qui était en finale l'année dernière ne vit pas un début de saison super bon. Pour en parler, on est avec Antoine, qui est le gérant du compte SSFC Rumors, un compte Twitter consacré à Seattle et aux rumeurs. Bonjour Antoine, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, j'ai bien résumé ton compte un petit peu, c'est surtout les rumeurs, actualités Seattle. Oui, exactement, ça doit faire quoi, 4-5 ans que j'ai le compte et c'est une bonne base basée sur les Sounders et toute l'actualité MLS et aussi un peu de côté français dessus. Ouais, et aussi tout est en anglais d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent le suivre, voilà, il faudra parler un petit peu en anglais. On va retracer un petit peu le début de saison de Seattle, qui a vraiment pas été incroyable jusque-là. On a vu les 4 derniers matchs, 2 matchs de championnat perdus face à LAFC 1-0, Dallas 4-0, et 2 matchs de CONCACAF avec une belle victoire à Chivas, et puis une défaite 3-0 chez eux. Donc un début de saison voilà, plutôt mauvais comme on a l'habitude avec Seattle dernièrement. Toi, t'en as pensé quoi? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer mieux pour la suite? Et surtout, qu'est-ce que t'en as tiré? Est-ce que c'est qu'à cause des blessures qu'on a un mauvais début de saison ou est-ce que globalement, il faut avoir peur? Honnêtement, je pense qu'on devrait avoir un peu peur parce que dès les 2 premiers matchs du premier tour de Ligue des Champions contre Santa Tecla, ils ont quand même perdu au El Salvador et ça a commencé à être un peu tendu avec les supporters. Et après, pendant le deuxième match, ils ont eu la victoire. Alors on se dit, ok, la saison commence. Mais après, directement après, 2 semaines plus tard, il y a la défaite à Chivas et la blessure de Jordan Morris qui était dans le premier tour. Alors, viré directement de Ligue des Champions, on mène nos attentions sur la Ligue. Et bien sûr, perdre le premier match contre LAFC, une équipe très très bonne, c'était difficile. Mais après la grosse défaite à Dallas, on commence à se poser vraiment des questions. Et non seulement sur la qualité de jeu sur le terrain, mais aussi, en mon opinion, la façon que les transferts et les mercatos ont été faits
avec Garth Lagerwey, le directeur de Seattle et Ouais, on va beaucoup parler les groupes. de transferts aussi pendant cette émission parce que ouais, il y a eu beaucoup de débats et je suis complètement d'accord avec toi, des transferts Oui, un peu étranges qui continuent d'ailleurs un peu aujourd'hui. Mais ouais, pour la CONCACAF, c'est vrai que c'est dommage, un peu tôt pour sortir, même si Chivas est un adversaire plutôt respectable, là, on va pas se mentir. oui, Et le premier match face à LAFC, il faut le dire, on avait quand même dominé 80% du match. Ils ont bien joué 20 minutes, ils ont marqué, puis ils se sont repliés et on a plutôt bien joué la suite. Toi, au début de saison, avant qu'il y ait toute cette cascade de blessures, parce qu'en ce moment, voilà, il y a Alonso qui est blessé, Maurice, comme tu l'as dit, Brune était blessé pendant pas mal de temps, Lerdam aussi, plein de blessés. Avant tous ces blessés, est-ce que l'effectif, il paraissait assez bon en début de saison pour jouer la MLS Cup? non, je pense pas. Parce que quand on va de rôle à rôle, il manque un attaquant. Parce que à la fin de la journée, au début de saison, il y avait que Maurice et Will Bruin devant. Et après, en réserve, il y avait potentiellement Seyi Adekoya et Lamar Negro. Mais ce ne sont pas des joueurs qui peuvent marquer et contribuer à une dizaine de buts par saison. Il manquait vraiment un star comme un ancien Freddy Montero ou Obafemi Martins. Ouais. Et avec aussi la blessure de Alonso, ça fait du mal, mais au milieu, il y a quand même un très, très bon Roldan et aussi Gustav Svensson qui peut être à la Coupe du Monde avec la Suède. Alors, c'est forcément un joueur de très haute qualité qui peut jouer en centrale, en défense comme au milieu. Mais il manquait surtout un attaquant. Même avec Maurice en forme, tu voulais un autre attaquant? Oui, oui, oui. Je pense qu'il y avait façon, parce que c'est avec toutes les différentes règles de joueurs TAM Ouais. et joueurs désignés, il y avait façon de jouer avec un autre attaquant, avec Maurice et Bruin dans une option sur le banc. Pour moi, je trouvais que ça pourrait être un joueur très utile si jamais Seattle chassait un but dans le dernier quart d'heure d'un Ouais. jeu. Mais oui, c'est assez décevant de se dire il n'y a pas vraiment une option secondaire en attaque. Après, Ouais. il n'y a que Bruin. Et après, bien sûr, il y a Dempsey qui peut aller devant. Il y a Lodero qui peut aller devant. Mais il n'y a pas un attaquant naturel. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est vrai qu'au début de saison, ils avaient aussi tenté des choses en 4-4-2 en diamant. C'est-à-dire, je me souviens que Maurice jouait un peu avec Brune ou Dempsey. Et bon, vite fait, avec la blessure de Maurice, ils sont vite revenus en 4-3-1 avec un seul attaquant Oui. de pointe. Parce qu'ils peuvent pas se permettre aujourd'hui d'avoir deux attaquants de pointe. Et on va le rappeler, tu parlais de Tam et de l'utiliser pour les attaquants. On rappelle vite fait les recrues qui sont arrivées. Kim Ki-hee de Shanshua, un défenseur coréen. Magnus Wolf Ekrem de Malmo, plutôt un milieu offensif. Et ce sont les deux grosses recrues recrutées justement avec l'argent de la TAM. Ensuite, vite fait, récupérer des universités. On a Andola Buana, on a Alex Roldan, Waylon Francis de Columbus, Jordan McCreary de Toronto 2 et Carly Brown de Houston en tant que gardien remplaçant. Et au niveau des départs, Fisher, Evans, Jones, Malas et Miller pour les plus importants, Kovar aussi d'ailleurs, j'avais fait oublier. Donc on a eu un mercato qui était un peu étrange vu qu'on n'a pas pris de neuf alors qu'on avait clairement besoin et on aurait plutôt pris par exemple, voilà, Wolf est très bon, il a l'air très bon, mais on a quand même beaucoup de milieux offensifs avant d'entrer dans le mercato. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'était un peu étrange comme mouvement. Oui, oui, très, très étrange. Et même pour commencer au fond, la signature de Kim Ki-hee, c'est bien sûr, c'est un joueur qui peut faire la Coupe du Monde avec la Corée du Sud. Mais pour cet été, s'il part en Russie, il n'y aura personne d'autre dans ce poste autre que Chad Marshall. Parce qu'il y aura Ouais, potentiellement Roman Torres avec le Panama et Gustav Svensson avec la Suède. Alors ça fait 3 joueurs de Seattle en centrale défense qui peuvent être en Russie. Alors ça peut me faire des gros problèmes en juin, juillet, mai pour les débuts des camps, même si la MLS a une pause, c'est à voir.
Ouais, parce qu'on le Si- rappelle, la MLS jouera en fait pendant qu'il y a les camps d'entraînement et pendant que les joueurs sont partis à la Coupe du Monde. Exactement. Pas pendant la Coupe du Monde, mais juste avant, et contrairement à d'autres ligues. Et c'est vrai qu'en défense, on n'a pas grand monde d'autres qui pourraient se mettre oui, dans le poste de sentinelle. Je vois pas Et Tony Alfaro peut-être. oui, mais Tony Alfaro, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de supporters qui ont commencé à voir qu'Alfaro, il n'a pas le niveau de MLS parce qu'il a été mis dans l'équipe B, alors la S2 de la Ligue USL. Et apparemment, au dernier match, il n'a pas été super. Alors peut-être dans les prochains mois, Seattle devrait même essayer de chercher un défenseur central qui peut être là toute l'année. Ouais. Potentiellement un joueur américain parce qu'ils ne sont pas dans la Coupe du Monde ou dans un pays, par exemple un Italien ou un Néerlandais, qui peut être un joueur très utile pour toute l'année. Ouais, surtout que les deux défenseurs centraux, par exemple, enfin, surtout Marshall, commencent un petit peu à vieillir. On voit on va en reparler un petit peu, mais je pense que c'est un peu tout l'effectif qui vieillit beaucoup. Les Dempsey, Oui, les Marshall, déjà ils sont débarrassés au fil des ans de, bon voilà, Evans par exemple. Mais il y a des joueurs qui commencent à vieillir beaucoup. Et à mon avis, dans 1 ou 2 ans, on aura une nouvelle génération de recrues. On est à la fin d'un cycle, on aura un nouveau cycle qui va démarrer. oui, Et pour le moment, oui, oui, oui. voilà, il faut un nouveau. C'est pour ça que j'ai bien aimé Mickey quand il est arrivé. Bon, il y a le problème de la Coupe du Monde, mais au moins, il n'est pas aussi vieux que les deux autres. Oui, il a que 28 ans, je crois. Alors, Ouais. il peut avoir 4-5 très bonnes saisons en MLS. Mm. Et ouais, c'est un très bon joueur. Et voilà, mais c'est vrai que la défense est compliquée. Sur les ailes, par contre, ça va beaucoup mieux, je pense. Nuhu, même s'il a fait 2-3 matchs, enfin, les derniers matchs, il a un petit peu galéré, mais c'est quand même un joueur super bon et une très belle révélation de l'année dernière. Et Lerdam, c'est aussi un taulier qui foire rarement ce qu'il fait, non? Oui, oui, Leerdam, c'est à droite. Ça montre son expérience aux Pays-Bas. Il n'a pas été joueur dans l'équipe nationale, mais c'est un des meilleurs arrière droite de la ligue pour moi. Et bien sûr, à gauche, il y a Nuhu, qui est un joueur très très fort, très jeune, mais même à son âge, il fait parmi les meilleurs arrière gauche de la ligue pour moi. Ouais. Ouais, il est tellement rapide, tellement puissant. C'est assez impressionnant comme de le voir jouer. Oui, Et on a et toujours. aussi un petit anecdote c'est un fameux Jimmy Traoré, l'ancien Liverpool et international au Mali, qui est un peu son prof, on peut dire, parce qu'il il est tellement jeune qu'à 20 ans, avoir un coach comme Jimmy Traoré, c'est très très fort pour son développement, je trouve. Ouais, ça l'a beaucoup aidé, c'est sûr. Et aussi, on a des bons remplaçants dans les ailiers. On a. Bon, Waylon Francis, c'est pas forcément titulaire en MLS, mais ça va très bien pour suppléer nous quand il y a un problème. Le Oui, seul problème après, c'était Jordan McCrary. C'est pas forcément aussi du niveau incroyable. On a vu que Lerdam était assez blessé au début de saison. C'est McCrary qui l'a remplacé. Est-ce qu'il faudrait investir dans un autre latéral droit? je pense pas. Je pense que si McCrary et Waylon Francis commencent les matchs, par exemple, de Open Cup, quand la compétition va commencer cet été, ça peut donner du temps de repos pour Nuhu Tolo et Lirdam. Mhm. Mais je pense qu'à gauche et à droite, ça devrait être OK, parce qu'il y a aussi Roldan qui peut jouer à droite. Même Zenson, il l'a Voilà. déjà fait. Et Svensson aussi, oui, c'est vrai, à droite. Mais non, je pense en termes de défense, on a des très très bonnes pièces. Mais je pense que quand la Coupe du Monde va commencer à venir, ça va vraiment faire mal. Mais à la fin de la journée, avoir un joueur comme Stéphane Frey dans le but, je pense que ça peut aider l'équipe beaucoup. Ça peut beaucoup aider l'équipe. Ouais, c'est la seule ligne où, à mon avis, il n'y a pas de problème. C'est le gardien de but. Stéphane Frey n'a jamais réussi à être mauvais. Il est tellement bon, Oui, il nous sauve à chaque match, c'est incroyable. Et c'est là le problème, c'est que s'il nous sauve à chaque match, déjà qu'on a un style de jeu qui n'est pas incroyable, qu'on gagne que avec des 1-0, des 2-1, tout ça.
on gagne rarement avec du beau jeu à la Atlanta. Donc déjà, si on n'a pas Stephen Fry, on perdrait la moitié de nos matchs. C'est assez impressionnant de voir comment on se repose sur lui et pas sur le reste de l'équipe. Oui, mais c'est vrai que si Fry se blesse, il n'y a pas de numéro 2 autre que Brian Meredith et Caleb Brown, mais c'est des joueurs qui sont plus réserve MLS que titulaires. Par exemple, dans le passé, quand il y avait Gush Perning, il y avait un Marcus Heinemann, le gardien américain, en réserve, et c'est un joueur qui a joué 200 matchs en première division en Angleterre et en deuxième division. On n'a pas vraiment un gardien d'expérience en réserve. Et on n'a plus le Tyler Miller de l'année dernière qui est parti à LAFC, en effet. Oui, Mais ouais, le gardien de but, ça va, c'est pas le problème, le plus gros problème de l'équipe. On va parler un petit peu des ailes. Sur les ailes, on a beaucoup de joueurs oui. et il y en a de nouveau à chaque mercato, c'est assez incroyable. On va les citer pêle-mêle. Donc Wolf Ekrem qui est arrivé, qui est plutôt une bonne révélation. On a aussi Nicolas Lodeiro, Lamar Nigel qui peut jouer sur l'aile, Victor Rodriguez, Christian Rodan qui peut jouer aussi sur numéro 10 par exemple, Harry Shipp, Henry Wingo, voilà, beaucoup de joueurs. Est-ce que tu as une préférence au niveau des 3 qui devraient commencer derrière l'attaquant? Oui, moi je mettrais Lodero, forcément. Ouais. Et après, alors Lodero à droite et à gauche, je mettrais Victor Rodriguez. Et au centre, Clint Dempsey. Alors ça me met sur le banc, ça met Wolf Ekrem et sans doute un Harry Shipp ou Lamar Neagle qui sont des bonnes options sur le banc, surtout Shipp. Mais depuis quelques jours, il y a un autre joueur qui est au camp à Seattle qui est un peu une option différente, on peut dire. Là, le joueur Diego Capel. Ouais, un peu une surprise. On va pas se mentir parce qu'il a pas fait de saison exceptionnelle depuis un bout de temps. Il a même été refusé en Ligue 1 à un moment. Oui, et c'est un joueur qui joue à gauche. Et c'est pour moi, quand j'ai lu qu'il y avait un ancien, bon, il a joué plusieurs matchs avec les équipes moins de 20 ans en Espagne, mais c'est un joueur qui joue surtout à gauche. Et c'est pas une position où on a besoin d'aide. Clairement pas. Ça m'a un peu choqué de voir qu'il y a un latéral gauche de 30 ans surtout. C'est pas un joueur qui est en milieu de carrière, c'est un joueur qui est en fin de carrière. Ouais. En camp à Seattle. Peut-être c'est que pour voir, pour le tester, mais si Diego Capel signe à Seattle, je pense qu'il y aura beaucoup de supporters qui seront déçus. Puis surtout, il y a beaucoup trop de monde au milieu de terrain, donc ça serait juste stupide. Il va pas beaucoup jouer, à mon avis. Comme toi, tu as dit, tu préfères Rodriguez et Rodrigo sur le côté. Je t'avoue que je suis plus un fan de Wolf, de ce qu'on a vu de Wolf plutôt que Rodriguez. Rodriguez, je le trouvais un peu inconsistant l'année dernière, c'est-à-dire qu'il fait des belles actions, mais sur le match en entier, je sais pas si c'est un joueur qui pendant 90 minutes va tout se donner, alors que Wolf m'a fait très bonnes impressions en ce début de saison. Et je suis d'accord pour Nigel. C'est un joueur qui va rentrer en cours de match et bon, peut-être être très utile. Et Chip aussi, même si Chip a vraiment un style de jeu qui est très. C'est pas marrant, mais voilà, il est pas spectaculaire comme joueur. Oui, c'est un petit joueur aussi. C'est pas, c'est comme Lodero ou Rodriguez. C'est pas un joueur qui peut avoir des gros tacles ou qui peut être une option dans les coups francs et dans les corners. Mais oui, je pense que oui, quand même, Ekrem, il a que 27 ans. Il ne faut pas oublier qu'il a encore plusieurs saisons. Alors avoir Ekrem à gauche, ça peut aussi être une très bonne option. Mais je pense que en termes de connexion avec Dempsey et Bruin, Rodriguez, il a plus d'expérience dans ce côté-là. Mais bien sûr, il faut penser plus au futur. Alors, Rodriguez, je pense qu'il a 30 ans, comparé à Wolf Ekrem à 27 ans. Quel joueur va passer le plus de temps à Seattle? Je pense que ça sera Wolf Ekrem.
Buana et Wingo, tu penses qu'ils peuvent jouer quelques minutes, même être titulaires parfois? On les a vus un peu en titulaire en CONCACAF, par exemple. Oui, oui, je pense que bon, il y a une belle génération de jeunes à Seattle avec Wingo et Adekoya et les frères Roldan. Mais je pense que ça va être plus des options qui vont descendre sur l'équipe B pour jouer des matchs, comme beaucoup de joueurs l'ont fait dans le passé, comme Nuhu Tolo ou Christian Roldan au début de sa carrière MLS. Mais ça peut être des très bonnes options pour les premiers tours de US Open Cup. Parce que, Ouais. bien sûr, si Seattle joue une équipe USL comme Sacramento, ça peut être une façon de donner de l'expérience aux jeunes joueurs et surtout du temps de repos pour les joueurs comme Akram, comme Dempsey, comme Bruin. Alors, cette jeune génération de joueurs de Seattle qui sont passés par le système d'académie de Seattle, ça fait vraiment plaisir de voir que le développement et que l'argent que le club a mis dans ces joueurs-là ont terminé avec un contrat pro. Ouais. Ouais, ça fait la formation de Seattle marche plutôt pas mal. Comme commence à marcher un petit peu les formations MLS. Et dans tes trois qui étaient derrière l'attaquant, je reviens là-dessus, tu as mis Dempsey aussi peu en numéro 10. Est-ce que Dempsey, c'est pas. Voilà, c'est un peu un tabou parce que c'est une légende, parce qu'il est bon, parce que c'est le joueur le plus payé de l'effectif. Est-ce qu'il n'est pas un peu. L'année dernière, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il était trop lent, surtout qu'il cassait un petit peu les actions, parce qu'à chaque fois qu'il recevait le ballon, c'était pas la rapidité d'un Lodeiro, d'un Rodriguez, et beaucoup veulent le voir sur le banc, parce qu'ils le trouvent voilà, déjà trop vieux, trop cher aussi. Qu'est-ce que tu penses de Dempsey? Est-ce qu'il peut, cette saison, toujours apporter ce qu'il apportait lors des saisons précédentes? Oui, c'est une question très intéressante et très difficile à répondre, mais Dempsey, comme on l'a vu à Dallas, tous les ans, il a un problème où il reçoit un carton rouge et il a des chances d'avoir plus qu'un match de suspension. Mais en termes de la saison 2018, pour moi, c'est sa dernière saison comme joueur très respecté en MLS parce qu'il en a 33 ans, je pense, ou 34 ans. Je crois qu'il a même Et passé 30. Attends, je regarde vite fait. Il a 35 ans. Son anniversaire était 35 ans. il y a une semaine ou deux. Ouais. Oui, oui, mais oui, pour moi, c'est encore un joueur qui peut être vachement important pour l'équipe, mais on voit qu'il est moins rapide que ses premiers jours à Seattle quand il faisait des 1-2 avec Obafemi Et Martins. encore, il a jamais été voilà, une fusée, hein, on va pas se mentir. C'est pas la vitesse n'est pas son Oui, point fort. oui, même de ses jours à Fulham ou en équipe nationale pendant la Coupe du monde 2010, quand il a marqué dans les premières 20 secondes contre le Ghana. Mm. C'est un joueur, on peut dire, oui, c'est comme tu l'avais dit il y a quelques minutes, c'est un peu une légende aux États-Unis, Clint Dempsey, le meilleur buteur de l'équipe nationale avec Landon Donovan. Mais à 35 ans, je pense que 2018 pourrait être sa dernière année. Euh, Est-ce qu'il va terminer l'année sur le banc? Je ne pense pas. Parce que c'est quand même tellement une figure de l'équipe. Ça serait très difficile de l'enlever du starting 11 de Brian Schmetzer. Mais je ne serais pas surpris si cet été, après la Coupe du Monde, il y a un nouveau numéro 10 qui signe Mm. euh, pour un peu mettre compétition avec Dempsey pour la fin de saison. Ouais, je pense que j'aimerais bien le voir rester, mais en contrat non joueur désigné, parce qu'il coûte beaucoup d'argent à Seattle, et ça lui libérait un spot de joueur désigné pour une nouvelle génération, mais ça ne me gênerait pas de le voir rester 1 ou 2 ans, le faire rentrer à 60e. Son point fort surtout, c'est qu'il peut changer le match au cours d'une frappe ou d'un geste. Oui, oui, et surtout quand on voit la signature de Zlatan Ibrahimovic Ouais. à Los Angeles, qui est pas un joueur désigné. Et Ouais. il est un joueur TAM comme par exemple comme Roman Torres et Ikram. Alors si Seattle peut signer Dempsey sans être joueur désigné, ainsi que Alonso, ça peut changer l'équipe pour l'année 2019.
Ouais, ça peut faire un tout nouveau cycle, comme on en parlait un peu avant. Ça peut vraiment Exactement. penser quelque chose. D'ailleurs, on va parler du mercato et des achats qui sont peut-être à faire. Alors, Garth Galloway, il a dit plusieurs fois, il veut pas acheter un joueur désigné en précipitation, il veut vraiment trouver la perle rare. Ça, c'était avant la blessure de Maurice. Et maintenant, Jordan Maurice est blessé pendant toute l'année. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on cherche un numéro 9 maintenant, on le signe en joueur désigné? Est-ce qu'on attend cet été pour trouver un 9? Est-ce que le joueur désigné, on l'utilise, comme tu as dit, pour un numéro 10 ou est-ce qu'on l'utilise pour un numéro 9? Et surtout, est-ce qu'on l'achète maintenant? Mais c'est-à-dire quelqu'un, c'est maintenant avec la Coupe du Monde, peu de joueurs internationaux vont vouloir changer de club comme l'ont fait d'autres. Est-ce qu'on trouve donc un 9 maintenant, mais qui serait peut-être un pari, ou est-ce qu'on trouve un 9 d'expérience, mais il faut attendre cet été? Moi, je dirais que signer un 9 en joueur désigné maintenant est la meilleure option. Et bien sûr, le mercato en MLS ferme en mai. Mm. Alors, il y a on a encore plusieurs mois avant que le mercato ferme. Mais bien sûr, c'est difficile de signer des joueurs européens parce qu'ils sont à quelques matchs maintenant, peut-être une dizaine de matchs jusqu'à la fin de leur championnat. Mais il y a bien sûr la possibilité de signer un joueur en Chine parce qu'ils ont leurs nouvelles règles de joueurs étrangers, que la façon que Ouais. Svensson et Kim Ki-hee sont arrivés en MLS. Mais je pense que la plus grande chance de signer un neuf, ça serait en fait de signer un neuf. Et c'est un peu à l'envers de ce que j'avais dit avant, mais de signer un neuf qui peut aller à la Coupe du Monde, mais qui n'a pas une place garantie. Et qui veut tenter un nouveau challenge un peu. Exactement, exactement. Qui se dit, je peux rentrer en MLS, j'aurai 4 mois ou j'aurai 2-3 mois avant la Coupe du Monde. Si en 2-3 mois, je marque beaucoup de buts et je montre aux sélectionneurs de l'équipe nationale que j'ai le niveau pour être en Coupe du Monde, est-ce que c'est mieux de faire ça ou de rester sur le banc en Europe ou en Asie ou en Ouais. Amérique du Sud? Et Alors ça peut être intéressant de signer un joueur qui vise la Coupe du Monde et même si ce joueur-là n'est pas sélectionné à la fin, je pense que ça peut être un achat très intéressant maintenant. ouais, en plus, il donnera tout pour, dans l'optique d'aller à la Coupe du Monde, j'imagine. Exactement, oui, c'est un joueur comme Svensson, comme Ki-hee, ils vont tout tenter, ils vont tout donner, 90 minutes pour Seattle, en espérant que le coaching staff de leur équipe nationale remarque qu'il mouille bien le maillot et il mérite sa place en Russie. Et toi qui t'appelles Seattle Sounders et Rumors sur Twitter, t'as des idées de noms comme ça? Parce que t'as l'air d'avoir une idée assez précise de ce que tu veux en tête. Non, c'est plus difficile cette année de avoir les noms que Seattle essaye de recruter. Mais c'est vrai que Chris Henderson et Garth Lagerwey, alors les directeurs de transfert et de personnel à Seattle, ils passent beaucoup de temps en Amérique du Sud et aussi en Scandinavie et en Espagne. C'est vraiment les 3 zones où Seattle met le plus de temps à essayer de chercher des joueurs. Alors, un espagnol, peut-être, ça peut être compliqué parce que la Liga, c'est presque terminé. Mais ça peut être une option de signer un espagnol qui ne va pas être à la Coupe du Monde. Mhm. En Scandinavie, Wolf Ekram, je pense qu'il doit avoir des connexions là-bas. Il y a aussi les joueurs du passé, les Eric Freeberg, les Adam Johansson, le Freddy Ljungberg. Il y a toujours eu un joueur de la Scandinavie à Seattle. Alors, ça peut être une option de signer un Suédois qui veut aussi se battre pour une place en Coupe du Monde ou un Danois qui veut se battre pour sa place en Russie. Alors, ça peut être des options. En Amérique du Sud, en Argentine, il y a forcément beaucoup de talents jeunes, comme on a vu avec Atlanta quand ils ont signé Blanco. Mais personnellement, je pense que Seattle va tenter de signer un joueur de l'Amérique du Sud parce que Ouais, c'est un peu la mode aussi. c'est à la mode, c'est sûr.
Et aussi, les joueurs coûtent moins cher que les joueurs européens. Ouais, j'espère qu'ils trouveront un numéro 9 parce que là, on est d'accord. Imaginons Will Brune reste toute l'année en pointe, c'est pas possible de gagner la MLS Cup avec ça. Non. Surtout avec Maurice qui est out pour plus d'un an. Ça serait pas possible de gagner une très très longue saison du mois de mars au décembre avec que Will Brune devant. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est dommage parce que c'est un mec gentil, hein, vraiment, Will Brune, mais on sait qu'il va pas réussir à être le top attaquant de la MLS et qu'il va pas claquer 20 buts, c'est-à-dire qu'il va en mettre 10, 12 dans la saison et encore. Mais il Oui, c'est arriverait à vrai faire mais en fait, Seattle, ils ont jamais eu un attaquant vraiment explosif qui peut mettre comme un Bradley Wright Phillips qui peut mettre 20 buts ou 15 buts en une saison. Il y Ouais. avait Freddy Montero au début, et après il y avait Obafemi Martins, mais ils n'ont jamais eu un attaquant dans le MLS Best 11. Alors peut-être ils ont remarqué que dans le passé, c'était plus une équipe avec beaucoup de bonnes pièces et pas une équipe avec une grande pièce en attaque. Comme les équipes comme New York avec Bradley Wright Phillips. Mais c'est vrai qu'il faut absolument signer un numéro 9. Si ce n'est pas dans ce mercato, ça serait obligé d'être après la Coupe du Monde. Ouais. Non, en plus, le problème aussi, c'est que Bruyne n'a pas de réelle concurrence, donc c'est dur de pousser à ce qu'il fasse au mieux. Si derrière, tu as Lamar Nigel qui est aussi très bon, un historique de Seattle, mais qui est clairement pas un numéro 9 digne, comme tu l'as dit, de Bradley Wright Phillips ou Kei Kamara ou qui que ce soit. Et pareil pour Adek Koya, qui est un jeune aussi, comme Buana Wingo, mais qui n'a clairement pas le niveau pour démarrer en MLS. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument que les autres commencent vraiment à jouer autour de Bruyne pour qu'il ait les meilleures dispositions pour marquer, ou qu'il fasse marquer les autres, ou qu'on aille chercher un autre numéro 9. Est-ce que tu penses que, pas ce que tu préfères, mais qu'est-ce que tu penses qui a le plus de chances d'arriver? En connaissant Garth Lagarde, je pense qu'il va tenter de signer une option court terme. Ouais. Alors, signer un joueur dans les prochaines semaines pour vraiment. Et un numéro 9. Mais je pense qu'il préférait signer un gros joueur cet été qu'un joueur qui peut marquer entre 5 et 10 buts maintenant. Parce que Seattle, ils ont toujours été un des meilleurs clubs en termes de recrutement. Parce que oui, c'est pas un Los Angeles, c'est pas un New York, mais Font attention. Seattle, ça a toujours été parmi les meilleurs spectateurs en termes de chiffres dans la ligue, et aussi une ville très européenne que ça peut aider à recruter des joueurs. Mais oui, je dirais que ça va être la meilleure option, ça va être signer un short term, une option court terme, peut-être même dans la MLS, faire des échanges de TAM et GAM pour un joueur qui est déjà dans la ligue, qui peut être une option très intéressante, un joueur américain qui est en MLS, mais non, je pense qu'un joueur désigné cet été va être l'option la plus possible. Ouais, comme tu disais, si on se débrouille bien niveau contrat, on peut mettre 2 nouveaux joueurs désignés, ou un joueur désigné et un joueur de TAM. Donc ça peut être quelque chose de très sympa. Juste pour finir, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire cette année? Du coup, Seattle, en tout cas jusqu'en été, est-ce que tu penses que ça va être défaite juste sur défaite, ou on a un petit peu la chance de voir quelques victoires? Oui, je pense que les victoires vont arriver, c'est sûr. C'est une équipe qui n'a jamais raté les playoffs depuis qu'ils sont rentrés en Ligue en 2009. Je pense que ça va continuer. Seattle va être en playoffs, mais comme d'habitude, ça va être très lent pour le reste du mois de mars et début ça va être des avril. 1-0 qu'on gagnera grâce à Torres, Marshall et Frey, quoi. Oui, ça va pas être des très beaux matchs, ça va être des matchs serrés, des matchs tendus.
mais les buts vont arriver, le rythme de l'équipe va arriver. Alors je dirais pour un petit pronostic pour l'année, Seattle en playoff. À ce point-là, je dirais que la MLS Cup n'est pas une option. Ça ne va pas être possible avec cet effectif. Mais sinon, je dirais que potentiellement la finale de la conférence Ouest contre, je dirais, Los Angeles FC. Je pense que ça va être la petite surprise de la Ligue. Peut être une option pour Seattle, qui serait pas une mauvaise saison de terminer en finale de conférence Ouest. Mais Ouais. pour les supporters de Seattle, après les 2 dernières saisons, s'ils sont pas en MLS Cup, ça serait une saison décevante. Ouais, et pourtant, une des équipes, comme tu dis, ouais, les plus historiques, avec très bon mercato à chaque fois, très bon résultat, mais qui va peut-être pas atteindre, ouais, je sais pas. Les playoffs, je pense que, comme tu as dit, on a de la chance d'être dans la conférence Ouest, qui est assez ouverte, et on a une chance d'y passer, mais ça sera ras les pâquerettes, comme on dit en France. Ça va être, à mon avis, pas comme l'année dernière, où on dominait clairement avec la Cascadia tout l'Ouest. Là, ça va être beaucoup plus compliqué, et il faut vraiment qu'on trouve de nouvelles recrues pendant le mercato d'été. Et surtout, un peu de tactique. On a l'impression que Schmetzer, il sait pas trop ce qu'il fait. Il tente beaucoup de choses, il fait jouer beaucoup de joueurs, mais tant qu'on n'aura pas trouvé un peu de victoire et un peu un 11 type, ça va être très compliqué. Et bon, ce qui est bien, c'est que à Seattle, les fans sont un peu respect. J'ai pas encore vu sur Twitter des like Schmetzer out. Pour le moment. Oui, c'est vrai que dans le passé, il y avait beaucoup de Sigi out, Sigi Schmid. C'est vrai que maintenant, on voit plus trop de Schmetzer out parce que c'est un coach qui est très respecté, mais surtout du Garth out ou du Lagerwey out. Je pense que ça, je suis pas d'accord. Non, c'est vrai, mais c'est vraiment un des meilleurs directeurs de la MLS. Il a vraiment fait des affaires incroyables avec Seattle. Bon, voilà. Et il a l'air de savoir ce qu'il fait. Donc, oui, j'avoue. On va confiance. Oui, mais oui, pour noter quand même, la conférence Est est bien sûr très forte avec Toronto, New York Red Bulls et Atlanta. Mais je pense que vraiment la conférence Ouest va être difficile cette année parce qu'avec LAFC, Bob Bradley, un coach qui est très, très, très smart. Mais aussi, je pense que Zlatan Ibrahimovic au Galaxy, ça peut vraiment aider une équipe qui est terminée dernier la saison précédente. Alors, c'est un peu plus serré cette année comparé à l'année dernière, qui est pas super pour Seattle, mais à la fin de la journée, je pense qu'ils vont trouver les solutions aux problèmes qu'ils ont pour l'instant. D'accord, sur cette dernière prédiction un peu plus optimiste, on va s'arrêter là. On espère aussi qu'ils vont trouver la solution et qu'ils vont faire autre chose que des 1-0 poussifs qui nous assurent déjà une réputation pas terrible dans la ligue. Merci beaucoup d'être venu, Antoine, c'est très sympa de t'avoir. Où est-ce qu'on peut se trouver sur Twitter, par exemple? Alors, sur Twitter, je suis @SSFC_rumors, RUMORS. Et merci beaucoup de m'avoir invité sur l'émission Culture Soccer. C'était un plaisir. Ouais, c'est un plaisir aussi. Et merci de relayer toujours les news de Seattle. Allez suivre vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et merci beaucoup d'être venu. On se retrouve tout de suite avec Anthony pour notre moment Il était une fois en Amérique. À tout de suite. Encore une fois, merci à SSFC Rumors pour son temps. Et merci Antoine. On sent que vous êtes deux passionnés des Sounders de Seattle. On va enchaîner avec notre moment Il était une fois en Amérique. Souvent, là, dans le western, là, on voit que c'est des paysages déserts, des places, des villes fantômes, des places que les personnes n'aiment pas rôder. Toi, cette semaine, ton Il était une fois en Amérique, là, ça parlait de stade complètement vide, c'est ça? Ouais, belle transition, en effet. C'est un constat un peu triste, mais il y a de plus en plus, j'ai l'impression, la MLS, on s'en rend compte plus, des stades vides dans certaines équipes, et c'est vraiment problématique, que
que ce soit à Dallas, à New England, et surtout Columbus et New York Red Bulls. C'est assez flagrant sur les deux parce qu'ils ont des stades, donc on voit vraiment le nombre de sièges vides. Houston aussi. Vraiment beaucoup de stades vides et c'est très dommage. Je ne sais pas trop ce que la MLS veut faire avec ça. C'est à cause de ça que Columbus bouge. Donc je sais que beaucoup sont tristes que Columbus peut-être bouge à Austin. Mais bon, quand on regarde qu'il y a même pas, je ne sais même pas s'ils ont dépassé les 10 000 personnes ce week-end, je ne pourrais pas dire. Mais c'était vraiment, ça avait l'air trade. Donc je me sens désolé pour les fans de Columbus, mais s'il n'y a personne dans le stade, forcément l'équipe ne fait pas d'argent, donc elle va bouger. Et j'ai peur que ce soit même Revolution ou Red Bull, donc il faut vraiment qu'ils fassent un peu de pub dans la ville. Je ne sais pas comment ils peuvent faire pour avoir la même audience que Atlanta, mais il faut vraiment qu'ils se bougent parce qu'il y a certains stades qui sonnent très vite en MLS et c'est autant plus flagrant qu'en USL, des clubs comme Sacramento ou Nashville font 18 000. Enfin, Nashville a fait la plus grande audience aux États-Unis cette semaine, c'est au-dessus de tous les clubs MLS avec 18 000 spectateurs. Donc voilà, on va voir comment ça évolue, mais il faut qu'ils fassent peut-être plus de campagnes de pub, je ne sais pas. Oui, et selon toi, est-ce que c'est comme un peu la NASL dans les années 80? Est-ce que tu crois que c'est parce que la MLS tente de grossir trop rapidement ou c'est vraiment parce que c'est un autre problème, là? Je ne sais pas du tout, mais je pense que voilà, les nouveaux clubs qui sont arrivés réussissent bien. Donc à mon avis, c'est pas à cause de ça, ça va plutôt être des stades trop grands parfois, des villes pas assez grandes comme Columbus, un manque de ferveur, sûrement des manques de communication, hein. C'est comme ça que ça marche quand on regarde tout ce qu'a fait LAFC avant d'arriver dans la ligue. Ça fait 2 ans qu'ils font de la pub pour leur équipe et après ils ont un stade, enfin, ils vont sûrement avoir des stades pleins. Voilà, c'est surtout à mon avis un problème de com et d'annonce dans la ville de New York et de Columbus par exemple. Oui, c'est sûr qu'un club comme les Red Bulls de New York, qui doit être un stade d'environ 35 000 personnes, là, c'est un peu trop surréaliste des dirigeants de croire que ce stade-là, vraiment spécifique pour les Red Bulls, sera bondé à chaque match. C'est sûr, c'est une bonne terre d'accueil pour l'équipe nationale là, quand il y a des matchs à cet endroit-là, mais ils ont peut-être vu un petit peu trop gros. Peut-être qu'un stade de 20 000, 25 000 personnes profiterait à l'ambiance dans ce stade-là. C'est comme ils font à Washington, par exemple, où d'ici, c'est construire un stade qui a 20 000 places environ. Et ça a l'air d'être la meilleure idée pour gagner un plus de fans et surtout de passion dans le stade. T'as amplement raison, là. Et surtout quand on voit là, qu'il y a un club de D2 comme Nashville, bravo Nashville, c'est le club qui accueille le plus de supporters là, cette semaine. Là. C'est sûr que c'était une semaine d'MLS un petit peu plus calme, mais c'est quand même alarmant de voir qu'un club de Division 2 suscite plus d'intérêt que des clubs comme SC Dallas, 13 000 personnes cette semaine. Là. C'est assez alarmant là, pour les gens du Texas. Ouais, c'est très problématique pour la MLS, surtout ça envoie une très mauvaise image. Oui, moi, là, il était une fois en Amérique, je vise un joueur en particulier, un joueur qui est beaucoup en dessous des radars en USL présentement, qui évolue pour la réserve des Spartans Kansas City. On le sait, hein, depuis que Don Dreyer est parti, on se demande pas mal tout le monde se demande, ils ont plus de buteurs. Un jour, là, ça va mal aller. On l'a vu l'année passée, là, ils ont clairement manqué de réalisme en avant. Dans leur réserve, là, il y a un joueur là, qui en ce moment, est en pleine confiance. En 2 départs, là, c'est 4 buts marqués, 2 passes décisives. Là. Il s'appelle Carlton Belmar. Il est âgé de 25 ans. C'est un Américain. Il porte le numéro 90. Juste pour vous le dire, là, l'année passée, là, en 25 départs, c'était 15 buts. Donc, il a quand même le niveau. Là, il a pu hisser son équipe jusqu'à la finale de la USL. Cette saison, là, c'est 85% de passes accomplies.
Ces passes longues, là, c'est du 100%, c'est du 100% de réussite. Et ses passes réussies dans sa propre zone, là, c'est du 93%. Donc, c'est un joueur assez fiable, merci, et assez discipliné. Donc, pour elle, là, en ce moment, en USL, ce joueur, c'est un but à chaque 45 minutes. La saison est encore jeune, mais selon moi, il va finir meilleur buteur sauf si le Sporting Kansas City l'appelle plus tôt. Car je ne serais pas surpris de le voir aller. Là. Ça fait 2 semaines de suite qu'il est sur l'équipe de la semaine. Ce joueur mériterait grandement une chance de pouvoir s'exprimer dans la Ligue majeure. Là, j'ai vu sur Instagram qu'il était un bon ami à Yoann Croiset. Donc, on ne sait pas, il pourrait avoir une connectivité franco-américaine. Ouais, non, mais peut-être qu'il jouera avec Kansas. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et on pourra dire que tu as été le premier qui nous aura parlé. Parce qu'il a fait, comme tu dis, s'il continue comme ça, sachant que soit Park et l'affiliation un petit peu de Kansas, il y a des chances de le voir jouer avec l'équipe première. Oui. Et comme vient de le dire Antoine, là, je vous aurai averti. Ouais. Donc, on s'arrête aussi. Ouais. mais donc, d'habitude, mes prévisions sont pas trop là. Peut-être qu'il va se péter un genou dans une semaine et sa carrière va être finie. Ça serait le genre, là. Mais je pense que pas pour lui. Ouais. Je crois que c'est ça qui va conclure l'émission, là. Donc, merci encore une fois à SSFC Rumors pour son temps. Merci à toi, Antoine, hein, comme à chaque semaine, là. Tu es au rendez-vous avec moi. Ça fut un plaisir. On fait de notre mieux. Merci, mais surtout, merci à vous. Là. On le répète à chaque semaine, mais n'hésitez surtout pas à commenter, dire vos conseils, à partager, à aimer. Et surtout, là, si vous avez des idées de personnes que vous aimeriez entendre dans notre podcast, n'hésitez pas à nous le demander. S'il y a un consultant que vous aimez bien, que vous aimeriez qui vienne, ou un joueur francophone, ça nous fera plaisir de tenter le coup. Donc, n'hésitez surtout pas à nous donner des idées. Si vous avez le goût d'entendre des sujets spécifiques, ça va nous faire plaisir. Et on se retrouvera dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. De calendrier, donc on se retrouvera dans 2 semaines. Ne vous attendez pas à la semaine prochaine à avoir Culture Soccer. Oui, et on le répète hein, comme à chaque semaine, là, n'hésitez surtout pas à aller écouter les autres podcasts qui ont opposé. Je pense à AFC Corner, Bola Latina, Efrekia. Et surtout, là, si vous cherchez une manière d'encourager les camps opposés et en même temps de lire du contenu de qualité, là, n'hésitez surtout pas à acheter les magazines numéro 1 et numéro 2. On est déjà rendu à 2 magazines et on vous réserve un numéro spécial pour le 3e. J'en dirai pas plus, mais pour vrai, là, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ce magazine là, qui est complètement indépendant et du contenu de très haute qualité partout sur le globe, que ce soit sur l'Asie, sur l'Amérique du Sud, sur l'Afrique et sur l'Amérique du Nord, comme moi et Antoine, on l'a fait en parlant de la NASL, de la vieille, avec des joueurs comme Pelé, Johan Cruyff et même là, un entrevue avec Alan Merrick, ancien joueur des Kicks du Minnesota. Donc, n'hésitez pas à commander ces magazines qui partent comme des petits pains chauds. Et on se retrouve donc dans 2 semaines. Là, On that rookie contract still got a couple ciao. years. I got my sights beyond that, but got 100 fears, 100 dreams, 100 pains, 100 nights I stayed awake. Count on me to triple that. I'm banking on no change of pace. Day to day, I'm moving like a greyhound bus. Blessings coming down, they just tend to stay around us. Cause we the product of a God, a father, mother. I gotta